Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du tueur en série Franklin Jr. et tenter d'analyser qui il était vraiment au fond et ce qui le poussait à tuer de jeunes américaines de son quartier. Né le 30 août 1952, Franklin a grandi dans le centre-sud de Los Angeles en Californie. À 21 ans, il rejoint l'armée américaine et est stationné à Stuttgart en Allemagne. Le 17 avril 1974, lui et deux autres hommes de l'armée américaine ont kidnappé une jeune fille de 17 ans qui se dirigeait vers une gare et l'ont violée à tour de rôle dans un endroit éloigné tout en prenant des photos de l'attaque. C'est sans aucun doute le début de la vie criminelle de celui qu'on nommera plus tard le Grim Sleeper, Lonnie Franklin Jr. de son vrai nom. Un tueur en série qui a terrorisé l'Amérique jusqu'en 2002. Au milieu des années 80, ces meurtres ont commencé dans certaines parties de Los Angeles, à une époque où les meurtres liés au crack étaient épidémiques. Selon le LA Times, des dizaines de tueurs opéraient dans les mêmes zones que Franklin. Et ces meurtres ont reçu peu d'attention de la part de la police. On soupçonnait un tueur en série de viser des femmes noires et de jeter leur corps à la poubelle ou le long des routes. Pourtant, la police est restée silencieuse au sujet de ces décès, n'a pas alerté les communautés d'un danger potentiel et a hésité à mettre en place un groupe de travail spécial pour résoudre le problème. Sa première victime est Deborah Jackson, alors âgée de 29 ans en 1985. À l'époque, Lonnie Franklin travaille dans le domaine de l'assainissement. Il s'est marié et a eu 2 enfants. Ses voisins le décrivent comme sympathique et calme, ajoutant qu'il a passé beaucoup de temps à travailler sur des voitures dans ses allées. Il est très souvent mentionné par les premiers profilers comme John Edward Douglas, ancien agent du FBI, qu'il est difficile de catégoriser les tueurs et leurs pathologies, car très souvent ils se fondent dans la masse, ils peuvent être monsieur tout le monde. Certains pourraient même être votre voisin, votre frère ou père. Les épouses des tueurs sont très rarement au courant des agissements de leur mari. Et tout cela peut rendre très compliqué de déceler la personnalité profonde d'un meurtrier. Un an après le meurtre de Jackson, le corps d'Henrietta Wright, 34 ans, a été retrouvé sous un matelas jeté. 3 autres corps ont été retrouvés l'année suivante: Barbara Ware, 23 ans, Bernita Sparks, 26 ans, et Mary Lowy. Selon moi, Franklin attache très peu d'importance à devoir cacher ses victimes. Il ne prend pas la peine de camoufler ses meurtres et se débarrasse salement des corps. Pour lui, elles ne représentent qu'une ordure de plus qu'il faut jeter. Cette manière négligente d'abandonner les jeunes femmes laisse penser qu'il n'a aucun respect, aucune estime pour le genre humain. Il consomme et lâche sa proie après lui avoir retiré toute dignité. Il n'a aucun état d'âme. Et cela prouve qu'une fois ses pulsions et son désir assouvis, une fois qu'il est shooté par l'acte, il passe complètement à autre chose. Peut-être même sans se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Le meurtrier prend tout de même le temps de récupérer certains effets personnels sur ses victimes, notamment des cartes d'identité, des bijoux. On retrouvera également des milliers de photos et vidéos des jeunes femmes qui sont sans aucun doute comme des trophées pour Franklin, lui rappelant les visages et les corps qu'il fantasme à répétition après les avoir assassinés. Lonnie Franklin fait partie des pires prédateurs sexuels qu'a connu l'Amérique. Son mode opératoire est très clair. Il récupère les jeunes femmes au bord de la route et les tue en se servant d'un calibre 25 semi-automatique qui sera lié à tous les meurtres. En 1988, les corps de Lakrika Jefferson, 22 ans, et Alicia Monique Alexander, 18 ans, ont été retrouvés. À l'époque, les enquêteurs auraient pu utiliser l'ADN pour retrouver Franklin, mais ce type de technologie n'était pas encore à un stade avancé. Alors le meurtrier poursuivit ses crimes odieux, mais la même année 88, l'une de ses victimes survécut.
pénétra Washington qui se dirigeait vers la maison d'un ami lorsque Franklin, roulant dans une Ford Pinto orange, s'arrêta à côté d'elle et lui proposa de la conduire. Elle monta dans la voiture et peu de temps après, elle reçut une balle dans la poitrine. Enyétra, choqué, demanda à Franklin pourquoi il avait tiré et il lui répondit qu'elle lui avait manqué de respect. Suite à cela, il la viola, la prit en photo et la poussa vulgairement hors du véhicule. Par chance, Enyétra survécut. Et lorsque les médecins sortirent la balle de son corps, les autorités purent démontrer que la balle provenait du même pistolet utilisé pour tirer sur les 7 autres femmes. Le témoignage de Washington permit d'établir le portrait du tueur. Mais pour ne plus se faire remarquer, Franklin décida de se faire oublier et arrêta les tueries. Pendant plus de 14 ans de recherche et d'enquête, il n'y eut aucune autre victime. Il faut croire que durant tout ce temps, la peur et la lâcheté du tueur lui ont permis de stopper sa folie meurtrière. En 2002, Franklin réapparaît et il attaque 2 autres femmes dont une mineure de 15 ans et comme ses premières victimes, il les laisse mortes dans une ruelle. Bien plus tard, en 2007, la police retrouve le cadavre d'une femme de 25 ans, Genesia Peters. Franklin lui a tiré dessus avec l'arme de poing de calibre 25 et les échantillons d'ADN qui ont été prélevés sur son corps correspondaient à ceux trouvés sur les scènes de crime des autres femmes. Cette même année, la police de Los Angeles a finalement mis en place un groupe de travail pour résoudre les meurtres. En 2010, l'ADN des scènes de crime a été saisi dans la base de données criminelles de l'État et a produit une correspondance. Christopher Franklin, fils de Franklin, qui avait été entré dans la base de données d'État en 2008 après avoir été arrêté pour possession d'armes criminelles. Pour récupérer son ADN, les policiers l'ont suivi jusque dans un restaurant de LA, où ont réquisitionné l'assiette et la tasse dont il s'était servi. Une fois les tests ADN effectués, il put établir que son profil correspondait bien à celui prélevé sur les corps des victimes. Cette même année, Lonnie Franklin Jr. est arrêté à son domicile, et lors de la perquisition, les détectives trouvèrent des centaines de photos de femmes non identifiées, dont les 10 victimes connues et celle de la survivante Washington. Il a rapidement été inculpé de 10 meurtres. Ceux de Deborah Jackson en 1985, Henrietta Wright en 1986, Barbara Ware en 1987, Bernita Sparks en 1987, Mary Lowe en novembre 1987, Lacrica Jefferson en 1988, Alicia Alexander en septembre 1988, Princess Bartholomew en mars 2002, Vaseline McCorvey en juillet 2003, Genesia Peters en janvier 2007. Lors du procès de 6 mois, les procureurs ont lié Franklin à 5 autres meurtres. Franklin a maintenu son innocence dans toutes les accusations portées contre lui. Maintenant considéré comme le tueur en série le plus ancien de l'ouest du Mississippi, il est l'un des 746 détenus condamnés à mort en Californie. Vous êtes vraiment un morceau du mal, a déclaré Washington à Franklin devant le tribunal lors de sa condamnation. Vous êtes un représentant de Satan. Vous êtes là-haut avec Manson. Pour conclure, je dirais que Lonnie Franklin Jr. a un profil psychologique très complexe à établir. Ses activités d'ancien mécanicien chargé de l'entretien des véhicules de police de Los Angeles, devenu ensuite éboueur, lui permettent d'être présenté comme un homme merveilleux et très gentil par ses voisins. Il a parfois su maîtriser ses pulsions pour se cacher des enquêteurs et se faire oublier. Il est à la fois un tueur compulsif, déterminé, guidé par ses envies et surtout ses fantasmes. Il profite de la pauvreté et du désarroi de ses victimes et les manipule grâce au business de la drogue. Ces rues laissées à l'abandon étaient un terrain de chasse parfait pour cet agresseur.
lui permettant d'assouvir toutes ses horreurs en toute impunité. En 2020, Franklin a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison d'État de San Quentin en Californie. J'espère que ce petit podcast vous a intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner.